Dans une bâtisse élégante de style Art Nouveau, au cœur du quartier de l'Orangerie à Strasbourg, Atelier Béranger a vu défiler des centaines de projets pendant plus de 20 ans. Ces bureaux baignent dans une lumière douce qui met en valeur les plans, maquettes et échantillons de matériaux soigneusement disposés. Chaque lundi, les architectes se retrouvent dans la grande salle pour un rituel immuable. Café fumant, viennoiserie de la boulangerie voisine et tour de table pour partager les avancées de la semaine. Claire Béranger, fondatrice respectée, anime ces réunions avec patience. Comment avance le projet de la maison en bois à Aubernais, Fatima? Bien Claire, le client adore l'idée d'une toiture végétalisée. Parfait, il faut que ce projet reflète l'âme des forêts vosgiennes. Le cabinet a toujours mis un point d'honneur à concilier modernité et tradition alsacienne. Les clients, souvent exigeants, savent qu'ils trouveront ici une écoute attentive et des idées innovantes. Architectes, urbanistes, décorateurs, chacun apporte sa compétence dans un esprit d'équipe rare. Mais un matin de janvier, un rendez-vous discret avec un avocat scelle le destin du cabinet. Claire, usée par un cancer qui la ronge depuis des mois, signe la vente de son bureau à un investisseur venu de Paris. Enfin, c'est à Rix et le vide. Le 2 février, à 9 heures, un SUV noir se gare devant la façade en pierre blonde du cabinet. Marc Delcourt descend, costume anthracite, chaussures cirées, attaché caisse en cuir. Il ne prend pas le temps de lever les yeux vers la plaque Atelier Béranger, déjà songeur à l'idée de la remplacer par son propre nom. Il convoque immédiatement toute l'équipe dans la salle de réunion. Après avoir fait un signe impatient à son assistant pour brancher son ordinateur, il prend la parole. Je suis Marc Delcourt. Je suis là pour transformer ce cabinet en un business performant. Fini les fioritures. Chaque projet doit rapporter. Vos méthodes sont obsolètes. Nous allons optimiser tout ça. Le ton est posé, glacial. Les regards se croisent, incrédules. Paul, pilier de l'équipe, essaie de temporiser. Monsieur Delcourt, nos clients viennent chercher notre sens du détail, pas des projets standardisés. C'est précisément ce qui vous empêche de grandir. Il faut industrialiser la conception. Dès la pause déjeuner, les architectes comprennent que leur monde vient de basculer. En 2 semaines, Marc impose une nouvelle organisation. Chaque heure travaillée doit être renseignée dans un logiciel de suivi des coûts. Les réunions créatives sont limitées à 15 minutes, chronométrées par un minuteur bruyant qui l'apporte lui-même. Les clients doivent passer par une plateforme en ligne impersonnelle, sans contact direct avec les architectes. Un jour au téléphone, un couple inquiet explique à Paul « Nous n'avons plus aucun retour sur notre projet. Nos messages restent sans réponse. Je suis vraiment désolé. » Mais Marc, assis dans le bureau voisin, surgit pour couper court. « Paul, chaque minute de conversation gratuite est une perte sèche. » L'ambiance se tend de plus en plus. Les plus jeunes employés, comme Léo, un stagiaire prometteur, se mettent à douter. « Je voulais créer de belles choses, pas remplir des tableaux Excel toute la journée », confie-t-il un soir à Simon. Le lundi suivant, un électricien débarque au bureau pour un projet en cours. Devant l'absence d'information et l'attitude désinvolte de Marc, il claque la porte. « Je ne travaillerai pas avec un homme qui me prend pour un pion. » Un vendredi matin de mars, le ciel est bas et la pluie martèle les grandes fenêtres du cabinet. Les bureaux sont plongés dans une lumière grisâtre, à l'image de l'humeur générale. Dans la salle de réunion, l'équipe est rassemblée comme chaque fin de semaine, mais cette fois, les visages sont fermés. Tous savent que Marc a convoqué un point spécial sur la performance collective. Marc entre sans saluer personne. Ses chaussures mouillées claquent sur le carrelage. Il pose brutalement une liasse de documents sur la table. « Regardez-moi ça !» tonne-t-il en agitant un devis sous le nez de Paul. « 8 jours. Vous avez mis 8 jours pour établir ce devis. Vous voulez couler ce cabinet? Vous êtes pathétique. » Un silence pesant s'installe. La pluie semble redoubler d'intensité contre les vitres. Chacun retient sa respiration. Simon, le plus tempéré du groupe, ose intervenir d'une voix posée. « Monsieur Delcourt, ce devis nécessitait des études précises. On a dû consulter un thermicien et un bureau d'études structure. On ne peut pas improviser. » « Ah oui? Et vous croyez que vos états d'âme m'intéressent? Vous croyez qu'un client paie pour vos hésitations ?» réplique Marc, la voix grondante. Ses yeux se posent alors sur Fatima, qui serre la main de Léo sous la table pour le soutenir. Marc pointe son index vers eux. « Et vous deux, qu'avez-vous fait de vos journées ?» Jeune Léo déglutit, les yeux humides. Fatima répond, la voix tremblante mais ferme. « Nous avons travaillé sur la réorganisation du plan pour l'extension de la maison de M. Klein, comme prévu.
Et vous appelez ça travailler ?» crache Marc, sarcastique. Il se lève d'un bond, renversant presque sa chaise et claque la porte. Un silence de plomb s'abat sur la salle. Dans le couloir, on entend encore résonner ses pas lourds. L'après-midi, le malaise se prolonge. Léo tape nerveusement sur son clavier, les larmes aux yeux. Paul, assis en face, sent la colère bouillonner. Il envoie un message sur la messagerie interne. « Ce soir, 19h30, bistrot près de la cathédrale, il faut qu'on parle. » À 19h30, sous une pluie fine, 7 silhouettes se retrouvent au bistrot du Clocher. Dans la chaleur du petit établissement aux boiseries sombres, ils s'installent dans un coin discret. Les visages sont fatigués, mais la détermination est palpable. Paul lance la conversation. Il a dépassé les bornes. Il piétine notre travail, notre dignité. Fatima, le regard brûlant. J'ai eu envie de hurler, mais je me suis dit que ça ne servirait à rien. Simon enchaîne. On a 2 choix, continuer à se faire broyer ou reprendre notre destin en main. Ensemble, ajoute Léo d'une voix timide mais pleine de conviction. Un silence s'installe, ponctué seulement par le bourdonnement du frigo derrière le bar. Puis Paul conclut. On part, tous ensemble, et on monte notre cabinet. Il a oublié que sans nous, il n'est rien. Le pacte est scellé autour de bières et d'assiettes de tartes flambées. Dans le brouhaha du bistrot, personne ne remarque le serment qui vient d'y naître. Lundi matin, le ciel est encore gris, mais cette fois l'air semble différent, chargé de décision et d'espoir. Le soleil timide perce parfois les nuages. À 7h45, Paul entre le premier dans le cabinet, costume impeccable, cheveux soigneusement peignés. Il traverse le couloir silencieux et s'arrête devant le bureau de Marc. La porte est entr'ouverte. Marc est déjà là, l'air renfrogné, un café à la main. Paul frappe doucement, entre et dépose une enveloppe blanche sur le bureau. Ma démission, effective immédiatement. Marc relève les yeux surpris. Paul le regarde calmement avant de se retourner et de sortir. Dans le couloir, il croise Fatima qui arrive, enveloppe en main. Elle lui serre brièvement l'épaule, puis entre à son tour dans le bureau. Ma démission également. Marc, rouge de colère, se lève d'un bond. Vous pensez que vous allez me faire chanter? Que je vais supplier? Vous n'êtes rien sans le nom Atelier Béranger. Les allées et venues s'enchaînent. Simon, puis Léo, puis Carole, puis Émilien, puis Louise. Tous, un à un, déposent leur enveloppe sans un mot de plus. À 10h, la moitié des bureaux sont vides. Les écrans éteints, les chaises poussées sous les tables. Le silence est assourdissant. Dans le bureau vitré de Marc, la tension est à son comble. Il hurle au téléphone. « Je veux des architectes, tout de suite, poster une annonce, appeler une agence. » Mais à chaque appel, il reçoit la même réponse polie et glaciale. « Nous sommes au courant de votre situation, monsieur Delcourt. Aucun architecte sérieux n'acceptera de rejoindre votre structure. » Pendant ce temps, dans un vieil atelier de menuiserie du Neudorf, les 7 architectes s'activent. Ils balaient la poussière, réparent les néons cassés, montent des tables de fortune avec des tréteaux et des planches récupérées. Les rires timides renaissent entre 2 coups de balai. Carole dessine à la craie sur le grand mur blanc un logo improvisé, un cerf bondissant, symbole d'élan, d'énergie, de renaissance. Simon sourit. Élan architecture. Ça nous va bien, non? Parfaitement, répond Paul, en installant son ordinateur portable sur une table bancale. Fatima branche une cafetière, tandis que Léo configure le réseau Wi-Fi. Ils forment un cercle improvisé autour d'un carton qui fait office de table et lèvent leur tasse de café brûlant. À notre nouveau départ. Dans le silence matinal du Neudorf, leur rire résonne, encore hésitant mais plein d'espoir. Ils savent qu'ils partent de zéro, mais qu'ils sont ensemble. Et surtout, qu'ils ont retrouvé ce qu'ils avaient perdu, la liberté et la passion de leur métier. Le lendemain, le téléphone sonne sans relâche. Un client, Monsieur Klein, les appelle. « J'ai appris que vous étiez parti. Je veux continuer mon projet avec vous. Je vous fais confiance, pas à cet investisseur arrogant. » Une mère de famille, cliente pour la rénovation de sa maison à Illkirch, les supplie. « Vous étiez les seuls à comprendre ce qu'on voulait. S'il vous plaît, reprenez notre dossier. » Les artisans aussi rejoignent le mouvement. Les maçons, charpentiers, plombiers, tous ceux qui travaillaient avec Atelier Béranger refusent désormais de poser le moindre carreau pour Marc. Dans les jours qui suivent, plus de 80% des clients basculent vers Élan Architecture. Marc, accablé, se retrouve avec un cabinet vide, sans projet, sans artisans. De leur côté, Élan Architecture est en effervescence. Les architectes renouent avec la passion. Ils reprennent leurs vieilles habitudes, maquettes en carton, brainstorming autour de café, échanges intenses sur la meilleure orientation pour une maison à énergie positive.
Dans leur nouvel espace, les idées fusent. Ça que ils décorent les murs avec des photos de chantiers passés, rappels de ce qu'ils ont déjà accompli. Léo, le plus jeune, propose de créer un blog pour raconter leurs projets. Paul acquiesce. Bonne idée. Montrons qu'on peut allier écologie, esthétique et budget maîtrisé. 3 mois plus tard, l'atelier du Neudorf est méconnaissable. Un menuisier ami a offert un grand comptoir en bois massif, une décoratrice a fourni des plantes pour rendre l'endroit chaleureux, des clients passent parfois boire un café et admirer les maquettes en cours. La presse locale publie un article sur ce collectif d'architectes qui a dit non à la tyrannie du rendement. Le bouche à oreille devient viral. Élan Architecture est invité à participer à un concours pour réhabiliter un ancien moulin sur les rives de l'île. Leur projet séduit par sa dimension écologique et patrimoniale, réutilisation des matériaux, mise en valeur des vieilles pierres, création de chambres lumineuses ouvertes sur la nature. Ils remportent le concours, un véritable tremplin qui leur apporte visibilité et reconnaissance. Strasbourg découvre ce collectif soudé, respectueux des artisans et amoureux du patrimoine. Pendant ce temps, Marc assiste, impuissant, à la chute de son cabinet. Son téléphone reste désespérément muet. Les rares clients qui n'ont pas encore résilié finissent par le quitter, déçus par ses manières. Après avoir perdu la quasi-totalité de ses projets et de ses sous-traitants, il est contraint de revendre le cabinet à perte, pour une somme ridicule. Dans leur atelier, les anciens employés d'Atelier Béranger, devenus partenaires associés, trinquent un soir d'été, à Élan Architecture, et à la passion retrouvée. Sous les lampes suspendues, les rires résonnent à nouveau. Dans un coin, la maquette du moulin attire tous les regards. Elle symbolise la renaissance de ceux qui ont compris qu'aucune rentabilité ne remplace le respect du métier et de l'humain. À Strasbourg, on raconte encore l'histoire de ces architectes qui ont su dire non, reconstruire, et prouver que la passion et la qualité triomphent si on s'en donne les moyens.